Et donc ici, comme pour les autres présentations, on va commencer par un petit PowerPoint pour vous montrer un peu quelques aspects théoriques et autres. Et après, on passe à la pratique, donc dans le logiciel. Et on regardera d'abord pour une société en constitution comment faire, comment procéder de la bonne façon en utilisant ANA. Et après, on fera pour une entreprise existante. Donc, on va partir du coup de la comptabilité existante. Comment faire un bon plan financier pour convaincre les banques. Donc là, ici, petite interlude. Donc moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, avant de rejoindre Anna, donc j'ai travaillé pendant 7 ans dans le milieu financier. Donc tout d'abord chez Credendo dans tout ce qui était euh, assurance à l'exportation, principalement dans le commerce international. Et après, j'ai travaillé à la Sowalfin comme risque analyste, donc pour tout ce qui était le financement de la transition bas carbone. Et donc, ça veut dire que je connais assez bien l'envers du décor de l'autre côté du côté du lecteur, du côté de l'analyse financière. Et donc, ici, je pourrais peut-être vous donner quelques conseils de comment regarder les financiers, un plan financier et comment ils regardent un dossier de crédit. Donc, avant toute chose, une petite mise en contexte. Donc, quand on fait un plan financier pour un partenaire financier, ben, le but, c'est vraiment de le convaincre. C'est vraiment de le convaincre de la capacité de votre entreprise ou de vos clients que l'entreprise a la capacité de rembourser un crédit ou si c'est pour des investisseurs, de générer du bénéfice à l'avenir. Et donc, c'est vraiment super important de paraître qu'on est sérieux, crédible et qu'on a une bonne connaissance, une bonne maîtrise de ces chiffres. Donc ça, c'est à la fois lorsqu'on fait une demande de crédit, mais aussi lorsqu'on a des contacts annuels, trimestriels ou mensuels avec la banque. Que d'avoir un pilotage contrôlé de ces chiffres, de savoir vers où on se dirige, quel va être, de pouvoir dire, de faire du prévisionnel, donc de pouvoir dire après 6 mois, cette année, on va faire ce chiffre d'affaires-là, et après, lorsque le banquier va voir les chiffres, que c'est réellement ce qui avait été annoncé 6 mois avant, ça va vraiment donner de la pertinence, de la crédibilité au partenaire financier, et que lui, in fine, c'est beaucoup, je veux dire, avec de la confiance, beaucoup sur base de choses pas toujours factuelles, qui va octroyer ses décisions. Donc, lorsqu'on rentre un dossier de crédit, donc ça c'est assez standard, on va toujours avoir le compte historique s'il existe. Donc ça, le banquier d'office, il va regarder les comptes historiques. Il va toujours avoir un peu du narratif, donc un peu le business plan ou une présentation du projet ou une présentation de l'entreprise. Donc ça va être, par exemple, expliquer le projet. Donc pas avec des chiffres, mais du coup avec des mots. Et donc, c'est d'expliquer un peu le contexte, d'expliquer quel est le secteur, quels sont les concurrents, quelles sont un peu la réalité à laquelle fait face l'entreprise et autres. Et après, dans le dossier de crédit, donc le banquier ou les investisseurs ou autres, ils vont toujours demander un plan financier prévisionnel. Plan financier prévisionnel, donc qui sera une traduction chiffrée de un peu la présentation du projet de l'entreprise. Donc, c'est dans le plan financier prévisionnel qu'on va trouver les questions stratégiques, on va trouver les questions de RH. Donc, si on engage quelqu'un, ça a un impact dans le plan financier. On va trouver aussi toutes les questions de pricing. Moi, je dis toujours, le plan financier, c'est vraiment la traduction chiffrée de toute la stratégie de l'entreprise et de vers où l'entreprise veut tendre. Ici, moi, j'ai deux ressources qui sont intéressantes pour vous. C'est à la fois un business model Canva, un peu un Canva, mais que je vous enverrai aussi par mail que je peux vous envoyer. Et on a aussi réalisé il y a quelques mois une présentation sur les différents types de financement en région wallonne qu'on a réalisé. Donc ça, je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et donc ici, on a la présentation sur les sources de financement, où on va voir un peu quelles sont les sources de financement qui existent, quels sont les points positifs pour les différentes choses et les points négatifs. Donc ça, je la joindrai dans le mail qu'on vous enverra. Et ensuite, l'autre document, donc ça se trouve, il se trouve ici. Voilà, donc ça c'est le business model Canva. Donc c'est un Canva qu'on a fait il y a quelques années, donc dans lequel vous pouvez rajouter vous-même un peu vous-même ou le donner du coup à vos clients pour qu'ils puissent rajouter des motivations, le nom et la charte graphique, différentes choses, qui sont toujours intéressantes pour le banquier et qui peuvent bien sûr toujours être données au banquier.
Je vais retourner sur ma présentation. Donc ça, je vous enverrai ça. Donc dans ANA, comment est-ce qu'on va travailler? Donc là, d'abord, premier scénario pour une constitution d'entreprise. Donc pour une constitution d'entreprise, c'est un peu le porteur du projet, il va dire, moi j'aimerais bien faire ça, je vais vendre ça, j'ai besoin de ces machines-là, etc. Et là, actuellement, voilà ce que je suis capable de mettre dans l'entreprise. Et donc après, donc dans ANA, après ces différents encodages d'hypothèses de paramètres, on va pouvoir identifier le besoin de financement. Identifier le besoin de financement, donc pour le démarrage de l'activité via le bilan de départ. Et ensuite, lorsque il est possible que l'entreprise soit suffisamment capitalisée au début, lors de sa constitution, mais qu'elle ait des soucis de trésorerie quelques mois par après ou quelques années par après. Et donc ça, on va pouvoir le visualiser non pas par le bilan de départ, mais via la courbe de trésorerie, où on va pouvoir voir, par exemple, ah bah tiens, là sur cette base-ci, en janvier 2025, on aura un taux de trésorerie de 45 000 euros. Chose qui va être super importante à faire dans ANA, et donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de rajouter des commentaires. De rajouter des commentaires à la fois pour vos différentes hypothèses. Pourquoi? Parce que je vais dire le lecteur, donc je vais dire l'investisseur ou le banquier ou autre, lui, je vais dire des plans financiers, il envoie quotidiennement, il envoie généralement, il envoie très souvent, et je veux dire, il n'y a pas de secret. Tous les plans financiers qu'il voit, bah, il y aura toujours des chiffres qui vont présenter une bonne situation, avec des bénéfices futurs, avec une trésorerie qui tient la route, etc. Et donc lui, le banquier, il a besoin de savoir comment ont été constitués ces chiffres-là. Et donc là, du coup, ça va vraiment être important d'ajouter du texte et d'expliquer les différentes hypothèses pour les revenus, pour les coûts, etc. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on pourra générer un rapport. Rapport qu'on pourra donner après aux banquiers, aux investisseurs, etc. Pour une entreprise existante, on sera sur quelque chose d'un peu différent parce qu'on va partir d'une balance comptable de son logiciel de comptabilité. Donc là, comme on a vu lors de la première présentation sur le double test de liquidité, on va importer une balance first, donc sous format TXT ou CSV, dans ANA, donc pour ne pas devoir recopier l'entièreté des postes dans son logiciel. Ensuite, on aura bien sûr à travailler sur les échéanciers, donc les créances et les dettes pour affiner notre trésorerie. Puis, on pourra mettre à jour les données d'exploitation et bilantaire prévisionnelles. Donc, si je pars d'une entreprise existante, j'ai une boulangerie existante qui souhaite, par exemple, acheter un nouveau four, ben, il faudra bien sûr encoder l'investissement, il faudra encoder le financement qu'il y a à faire et également ajouter ben, les hypothèses de revenus et de charges liées à cet investissement-là. Si j'achète un nouveau four qui a une capacité qui est double, bon, c'est que je prévois de vendre plus. Donc, c'est toutes des choses que je vais devoir faire. Et donc, ensuite, on pourra visualiser, identifier le besoin de financement via la trésorerie. Bien sûr, encore une fois, ajouter des commentaires et puis générer le rapport. Donc, voilà pour la petite présentation. Et donc, maintenant, on va passer aux exemples pratiques. Donc, ici, donc, je retourne dans Anna pour ceux qui n'ont pas encore vu Anna. Donc, je vous recommanderais de regarder les autres vidéos. Mais comme ça, vous avez ici, je vais faire un bref récapitulatif. Donc, je suis dans mon espace de travail avec mes différents clients. Donc, moi, ici, j'ai 7 clients. Je vais aller dans mon client démo, mais donc, je peux bien sûr créer différents clients, autant de clients que je le souhaite. Au sein d'un même client, je vais pouvoir avoir différents plans financiers. Différents plans financiers, par exemple, ici pour le financement, un plan financier pour une demande de financement pour l'achat d'un véhicule, un autre plan financier pour l'agrandissement du bâtiment et encore un autre pour financer l'achat de stock pour mon BFR. Je peux créer des nouveaux plans financiers en appuyant ici sur Nouveau ou via le bouton bleu ici. Et une fois que j'ai un plan financier, je peux toujours le dupliquer. Donc, si par exemple, je veux donner au banquier un scénario optimiste ou un scénario pessimiste, c'est ici que je vais pouvoir dupliquer mon plan financier et donc, du coup, changer les hypothèses pour mon pessimiste pour que ça tienne la route. Donc, ici, je vais d'abord faire pour une entreprise en constitution. Donc, j'arrive dans ma fiche signalétique. Donc, ici, c'est signalétique pour ceux qui n'ont pas cité aux autres présentations. Donc, je mets le nom de mon dossier. Je mets ma forme juridique. Donc, si on va faire pour une société, je précise si je suis une entreprise en constitution ou une entreprise existante.
si je suis assujetti à la TVA ou pas. Donc, si je me dis, mais oui, le calcul de la TVA se fera automatiquement, donc d'un point de vue trimestriel, ma devise. Donc ici, on va travailler en euros. Le début de mes prévisions, donc ici, moi, j'aimerais bien me lancer en janvier 2024 de l'année prochaine. La durée de mon premier exercice, donc ici, je vais faire quelque chose de classique sur 12 mois, sur une année civile, donc de janvier à décembre. Mais je peux bien sûr faire un premier exercice de 1 à 24 mois. Donc ça, j'ai l'opportunité. Et après, je choisis de faire mes prévisions donc de 1 à 20 ans. Donc ça, c'est par exemple dans l'immobilier, vu que les actifs sont souvent amortis sur des longues durées, jusqu'à 20 ans, bah là, des fois, ça pourrait être pertinent de pouvoir faire un plan financier sur 20 ans. Mais ici, je vais dire pour une banque, bah, généralement, on va demander 3 ans ou 4 ans. Les banques vont demander 3 4 ans de plan financier. C'est déjà pas mal. Au-delà, ça devient de plus en plus prévisionnel et donc moins sûr. Encore une fois, donc ici dans le logiciel ANA, donc ici pour ma demande de financement, donc toujours la même logique dans ANA, je fais mes encodages, encodage qui va être plutôt mes comptes d'exploitation. Ensuite, je fais mes encodages de données bilantaires. Troisièmement, mes encodages, mes paramétrages au niveau fiscal. Puis, je pourrais voir mes différents résultats prévisionnels, donc bilan, compte de résultats, trésorerie et les ratios. Ensuite, je pourrais encore éventuellement ajouter des commentaires généraux. Et ensuite, je pourrais ici générer mon rapport qui sortira sous PDF et que je pourrais envoyer à mes partenaires financiers. Donc ici, on va prendre l'exemple d'une entreprise, d'un jeune qui veut lancer un salon de glace. Donc, il veut lancer un salon de glace. Donc ici, je suis sur une constitution, donc je ne pars pas de ma comptabilité existante. Et donc, on va dire que le porteur du projet, que je suis un comptable, le porteur de projet m'a déjà donné pas mal d'informations. Donc, pour le salon de glace, je vais vendre principalement des glaces et je vais travailler avec ici un montant global moyen. Donc, la fois passée, j'avais travaillé pour mes pizzas en prix unitaire fois une quantité. Ici, je vais travailler en montant global moyen. Donc, montant global moyen, et je sais que en moyenne, je vais vendre pour 15 000 euros par mois. Je vais aller dans la personnalisation pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc ça, notamment dans le cadre où le salon de classe, bah, on a énormément de saisonnalité. Donc ici, je vais personnaliser ma période de lancement et donc dire par exemple qu'en janvier, mon salon de glace, il est fermé. En novembre et en décembre, il est fermé, donc je ne vends rien. Et après, bah, je vais vendre février, j'ouvre un petit peu, donc je vends pour 5 000 euros. Ensuite, en mars, je vends pour 10 000 euros. Avril, je vends 15 000. Et au mois de mai, j'arrive à mon rythme de croisière, donc de 25 000 euros. Là, ici, j'utilise le petit bouton magique pour dupliquer les valeurs de 25 000 euros. Donc, les 25 000 au mois de mai, 25 000 au mois de juin, 25 000 en juillet, 25 000 en août, 25 000 en septembre. Octobre, là, on va dire que je vends pour 10 000. Et après, donc, novembre, décembre, je remets zéro. Là, j'ai mis ma saisonnalité pour la première année pour que ma saisonnalité soit répercutée sur les exercices suivants. Donc, encore une fois, ici, j'ai les options de personnalisation ici en haut. Baser les variations sur la période de lancement. Donc là, j'ai la même saisonnalité pour mes 3 exercices et je prévois une hausse de mes volumes de 10% pour chacun des exercices. Et donc là, ici, je vois bien que au mois de novembre, j'ai toujours de zéro et qu'au mois de juin, je passe de 25 000 à 27 500 et à 30 250 en exercice 3. Et je peux encore, bien sûr, après personnaliser tous les exercices parce que je sais que je fais un énorme gâteau pour un mariage en exercice 2 au mois de mai et que du coup, je le facture à 2 500 euros et que je serai plutôt à 30 000 euros. Donc là, je peux vraiment mettre de la saisonnalité et personnaliser du coup toutes mes prévisions comme je le souhaite. Ici, j'enregistre et voilà, j'ai éventuellement un deuxième chiffre d'affaires, donc je fais autant de lignes que je souhaite. Je vends également des boissons, que ça, mes boissons, donc je vais aussi travailler en montant global moyen. Ici, je vais même rien mettre ici dans mon montant initial. Je vais finaliser la période de lancement encore une fois et simplement dire je vais faire quelque chose de plus simple que je fais 1 000 euros tous les mois, sauf que là, je fais zéro à partir d'octobre parce que je ferme le salon, je fais plus que de la vente à emporter et donc j'ai 1 000 euros tous les mois.
Donc ça, je crée bien sûr autant de lignes que je souhaite. Comme je disais, hyper important d'ajouter des commentaires. Les commentaires, vous pouvez soit les ajouter dans chacun de vos écrans. Donc ici, j'ai la petite bulle de bande dessinée commentaires, où je vais pouvoir expliquer comment j'ai constitué mes hypothèses. Donc comment est-ce que j'ai constitué mes hypothèses? Et là, je vais pouvoir écrire tout ce que je veux. J'ai la possibilité d'enregistrer des commentaires comme commentaire type. Et donc, du coup, je peux après retrouver ici, j'ai mon commentaire type pour une pizzeria. Mais là, je peux simplement le changer une pizzeria en glace et j'explique que du coup, je personnalise un peu mon commentaire pour la partie ici. Chose aussi importante à savoir pour vos commentaires et pour vos hypothèses. Dans le rapport qu'on va générer, on aura un certain niveau de détail, mais cet écran-ci, par exemple, ne sera pas affiché. Ou cet écran-ci ne sera pas affiché non plus. Chose toute simple, si vous voulez qu'il apparaisse dans votre rapport final, ça va être de le rajouter en commentaire. Pour faire ça, j'ai la possibilité de prendre une capture d'écran. Donc ici, je prends mon outil de capture sur mon ordi, je sélectionne la page choisie, je le copie, je retourne dans mes commentaires et je le rajoute ici. Donc là, en mettant ça dans mes commentaires, c'est-à-dire que le banquier, il pourra réellement voir ce que j'ai fait, comme hypothèse, et donc il se dira, ah bah tiens, Martin, il est déjà pas si con, il prévoit bien de fermer son salon au mois de janvier, novembre et décembre, parce que du coup, on sait bien qu'au mois de novembre, ma vente des glaces, c'est utopique, il va en vendre 3 par jour, et donc il fait bien de fermer ça. Et donc, on voit aussi que j'ai personnalisé un peu mes mois, et donc du coup, là, je donne au banquier déjà un minimum de gage de crédibilité. Je vois que j'ai pas simplement mis un chiffre et que je l'ai fait x12, je vais vraiment réfléchir à mes différentes hypothèses et que c'est pas un chiffre sorti de nulle part que j'ai mis. Là, si je veux encore un peu plus convaincre le banquier, bah, c'est lui dire 25 000 euros de chiffre d'affaires au mois de mai, à quoi est-ce que ça correspond? Donc, lui dire, bah, pour faire 25 000 euros de chiffre d'affaires, en moyenne, j'ai un panier moyen parce que je fais pas mal de coupes, j'ai un panier moyen de 10 euros. Et donc, euh, ça représente 2500 ventes par jour. Et que du coup, bah, lui faire un peu le calcul, 2500 ventes sur le mois, donc à 10 euros. Et que du coup, je peux encore lui faire le calcul par jour et lui dire que ça représente plus ou moins 85 clients servis par jour. Et donc là, il peut se dire, OK, ça tient la route, 85 clients par jour, ça tient plus ou moins la route, en sachant que le week-end, ils vont plus et en semaine, un peu moins. Donc c'est là qu'il ne faut vraiment pas hésiter à rajouter du texte. Ici, donc, je vais faire un plan financier assez simpliste, donc, où je vais rajouter un approvisionnement donc, en matières premières pour mes glaces, donc tout ce qui va être le lait, mes fraises pour la glace aux fraises, etc. Donc, je précise que je suis en approvisionnement variable, que j'achète, que je vais chez mon fournisseur tous les mois et je suis plus ou moins à 25% de coût variable. Donc, le coût variable, donc l'inverse de ma marge brute. Donc, si je vends pour 10 euros, j'ai 2,5 euros de coût de matière première dans ce cas-ci. Encore une fois, donc une petite répétition pour ceux qui étaient là aux dernières présentations. Donc ici, via la personnalisation, via le deuxième écran, je vais pouvoir travailler sur mon stock initial, par exemple de 1500 euros, et un stock minimum de 1500 euros. Je veux que ça apparaisse dans mon bilan de départ et je peux bien sûr faire varier mon stock. Donc si je varie mon stock, ça a un impact sur ma trésorerie et si ça a un impact sur ma trésorerie, j'ai éventuellement un besoin de financement. Et on va dire qu'à partir de juillet 2024, là, j'augmente fortement mon stock de 1500 à 5000 euros. Donc là, je vois que j'ai des achats plus conséquents au mois de juillet et que je veux qu'il reste 5000 euros jusqu'au bout de mes prévisions. Donc, j'utilise le petit bouton magique dupliquer et les 5000 euros qui apparaissent jusqu'au bout. Et je peux aussi faire varier ma part variable si je le souhaite. J'enregistre. Pour mes frais généraux, donc là, encore une fois, je télécharge via le bouton orange ma liste automatique de frais généraux. Donc, du coup, ici en français. Donc, pour rappel, le logiciel existe dans les 4 langues, français, néerlandais, allemand, anglais. Donc ici, j'ai téléchargé via le bouton orange ici ma liste de frais automatique de services et biens divers, où je vais trouver mon code comptable, mon libellé et un premier traitement au niveau de la TVA. Donc ici, je vais rajouter l'une ou l'autre dépense pour que ça soit un minimum crédible. Donc un loyer, bien sûr, à 0% de TVA à une fréquence mensuelle. Je vais rajouter de l'électricité parce que j'ai pas mal de frigo, j'ai pas mal de systèmes de froid ici, donc je suis quand même à 350 euros en mensuel. Et donc, si je veux
Je peux bien sûr faire varier, mettre de la saisonnalité via mon écran de personnalisation, mais donc ici, on va dire que ce n'est pas nécessaire. Et après, on va dire que j'ai encore une voiture. Donc j'ai une voiture pour laquelle c'est un non utilitaire. Donc j'ai automatiquement, le logiciel m'a mis 21% de taux de TVA, TVA non déductible de 65%, DNA de 30%, et j'en ai pour 250 euros par mois. Donc voilà pour mes frais généraux. Au niveau des rémunérations, donc on va dire que j'ai besoin d'un employé. Et donc ici, encore une fois, je choisis le 6202 employé ou le 6203 ouvrier. Ici, je vais prendre un ouvrier un peu pour changer, qui s'appelle Paul. Je le paye 2500 euros par mois. Et donc là, le calcul automatique du salaire va se faire. Donc ici, je suis sur un ouvrier, donc je suis avec le NSS à 108%. Donc je le paye 2500 euros brut. Il recevra un salaire net de 1647 euros. Il aura un coût mensuel pour moi de 3333 euros et un coût total annuel en ajoutant le pécule de 39 743 euros. J'enregistre. Après, je vais travailler mes délais de paiement. Donc, délai de paiement ici en tant que salon de glace, je suis payé comptant, donc je suis payé à 0 mois. Et ensuite, au niveau de mes approvisionnements, là, je paye à 2 mois, parce que j'ai mes fournisseurs qui sont très sympas. Et mes frais généraux, donc ici, je remonte, je coche l'entièreté de la colonne, côté plusieurs frais, je, je les paye à 1 mois, excepté, on va dire, le loyer, où là, je paye à 0 mois. Je vois qu'il y a une question dans le chat concernant l'impression. Oui, donc l'impression des frais généraux. Donc ici, si je les laisse tous, donc là, ici, il n'y en a que 3 que j'ai complétés. Si je laisse les autres apparaîtront également dans mon rapport. Donc même ceux où ils sont nuls apparaîtront également. Si je veux les supprimer, je coche ici l'entièreté de la colonne, je décoche les 3 que j'ai complétés et après j'appuie sur supprimer la sélection. Je ne vais pas le faire parce que ça prend un petit peu de temps pour que ça charge. Donc là, j'ai fait mes délais de paiement. Je refais au niveau des indexations. Donc là, j'ai le même écran que pour les délais de paiement, où je vais pouvoir mettre, par exemple, une indexation de mes revenus. Donc, par exemple, de 5% en exercice 2 et de 4% en exercice 3. Et pour mes frais généraux, on va dire que je mets la même chose, donc 5% et 4%. Excepté, donc là, j'ai mis ça pour l'entièreté de mes frais. Excepté pour le gaz, je peux dire, bah, moi j'ai quand même peur que ça explose à nouveau le gaz. Et donc, je vais prévoir une indexation de 80% pour 2025. Ici, j'enregistre et j'arrive à mes investissements. Donc, mes investissements, ici, en tant que glacier, de quoi est-ce que j'ai besoin pour lancer mes activités? J'ai besoin de mobilier pour mon salon, donc pour 15 000 euros, que je vais amortir sur 5 ans. Et j'ai besoin aussi de frigo, donc de pas mal de frigos, comptoirs et autres. Donc ici, je vais aller également dans l'intitulé, je mets frigo, comptoir et autres. Je change éventuellement le code comptable. Et ça, je me suis renseigné. Donc, j'ai reçu différents devis d'installateurs et j'en ai pour 25 000 euros. Et donc, ça, je peux l'amortir sur 5 ans également. Donc, ici, la méthode, j'encode mon investissement et les dotations, donc j'encode mon investissement et les amortissements vont se générer automatiquement. La méthode choisie est la méthode linéaire pro rata temporis. Si je veux travailler une autre méthode, je vais par le deuxième onglet, personnalisation des dotations, et là, je mets strictement ce que je veux. Et en plus de ça, ici, donc comme mentionné la fois passée, je peux prévoir la revente d'une immobilisé. Donc, par exemple, si j'achète une voiture, je compte la revente d'ici 1 an pour en racheter une autre, bah, je peux ici préciser le montant de la revente et la date. Et donc, le traitement fiscal se fera automatiquement, le traitement de la TVA et également tout ce qui va être au niveau bilantaire, au niveau de la trésorerie, ça se générera automatiquement. Donc là, ici, j'ai 2 investissements et je peux encore prévoir l'achat d'une voiture. Et donc ça, je vais peut-être pas l'acheter tout de suite, je vais l'acheter au début 2025, donc en février 2025, pour un montant de 25 000 euros et que je vais amortir sur 5 ans également. Donc là, ici,
je vais pouvoir retrouver donc mon tableau d'amortissement. Donc pour chacun des exercices, je vais retrouver les dotations d'amortissement et mes valeurs résiduelles de mes différents assets à la fin de chacun des exercices. Tableau d'amortissement que je retrouverai bien sûr dans le rapport que je vais générer. Créances et dettes, donc ça, petit rappel, c'est ici donc tout ce qui va être mes créances commerciales et mes dettes, la plupart vont être générées par mes revenus et mes frais, plus mes délais de paiement. Donc ici, je vais pouvoir retrouver par exemple un compte courant gérant pour 10 000 euros et sur lequel il y a un intérêt de 3% par exemple et qui est dans mon bilan de départ. Et je vais pouvoir faire varier ce poste-là comme je le souhaite. Donc je peux le faire augmenter par exemple à 15 000 euros en mars 2024 et puis après le faire diminuer en juin 2024 de 10 000 euros et le solder en juillet parce que là je vends beaucoup. Je vais pouvoir le solder totalement à ce moment-là. Donc là, on va dire actuellement dans mes apports, donc là, je ne sais pas encore combien je vais demander aux banques. Dans mes apports, j'ai un apport disponible du fondateur de 10 000 euros. Donc le fondateur me dit, j'ai 10 000 euros que je peux injecter dans l'entreprise. Et donc du coup, là, on a fait nos différentes hypothèses et on va pouvoir voir un peu dans le bilan de départ, est-ce que l'entreprise est suffisamment capitalisée ou est-ce qu'on va avoir besoin d'un financement de la banque, ou pas, de la banque ou d'un autre partenaire financier. Donc ici, au niveau du passif, je retrouve l'entièreté des ressources de l'entreprise. Donc j'ai 10 000 euros d'apport disponible que le fondateur met dans l'entreprise. Et en plus de ça, j'ai un compte courant que lui est apte à prêter à l'entreprise de 10 000 euros. Donc j'ai 20 000 euros de ressources. Donc ensuite, au niveau de l'actif, bah, je vois que je vais avoir un problème parce que j'ai 40 000 euros de mobilier et matériel roulant, donc 15 000 euros de mobilier et 25 000 euros pour mon frigo et mes comptoirs. En plus de ça, j'ai un stock initial de 2 500 euros que je dois aussi financer. Et finalement, j'ai 8 925 euros. Il s'agit de la TVA que je dois préfinancer sur mes immobilisés et sur mon stock. Donc là, le logiciel, il me dit un peu mon différentiel, que j'ai un différentiel de 31 425 euros, qui est un peu ce dont j'ai besoin pour équilibrer mon bilan et ce dont j'ai besoin pour avoir un disponible qui soit à zéro. Donc là, ça veut dire que sur base de ça, bah, là, la société, elle a besoin de financement externe ou alors elle va diminuer ses investissements. Mais en tout cas, là, il y a un problème. Il ne pourra pas se lancer comme ça. Donc là, le client, il me dit qu'il est déjà allé voir la banque, il serait prête à lui faire un crédit. Il serait prête à faire un crédit. Donc, c'est chez CBC, on va dire. Donc, établissement de crédit à un an. Donc, si je vais créer ma ligne de 17, je serais prête à faire un crédit de 30 000 euros qui sera du coup dans le bilan de départ. La banque, donc j'ai négocié avec, donc le client a négocié avec la banque, il a négocié une période de franchise en capital de 1 an. C'est-à-dire que la première année, il n'y a que les intérêts qui sont payés, mais pas le capital. Donc ici, je mets comme date du premier remboursement, non pas février 2024, mais je mets janvier 2025. Je précise mon taux d'intérêt annuel, 4,5%. La durée de mon crédit, donc ici, je suis sur un crédit sur 5 ans. La fréquence de remboursement, donc mensuel, trimestriel ou autre. Donc du coup, ici, il est directement ma mensualité qui est calculée de 559 euros. Ensuite, je vais pouvoir aller un peu plus loin au niveau de mes remboursements. Au niveau de mes remboursements, je vais pouvoir, par exemple, personnaliser mes prélèvements. Donc dire que mes 30 000 euros, ils ne sont pas prélevés en une fois, mais ils sont prélevés sur base de facture. Et donc dire que c'est, par exemple, 20 000 euros, et puis après, 10 000 euros au mois de mars, parce que j'ai à nouveau des factures pour ce montant-là. Je vais pouvoir aussi donc, préciser mon remboursement en capital. Donc dire que c'est pas qu'à un moment, voilà, j'ai beaucoup de trésorerie sur le compte et que je vais rembourser non pas 455 euros sur le mois, mais je vais rembourser 10 000 euros pour diminuer mes intérêts et pour rembourser plus rapidement mon crédit. Ou alors, je peux aussi personnaliser mes intérêts. Et donc là, j'ai mon crédit de 30 000 euros de la banque. Là, je serai toujours insuffisamment capitalisé. Donc là, en plus de ça, je vais négocier aussi avec, on va dire, avec un organisme financier public. Donc, par exemple, avec Wallonie Entreprendre, donc le nouveau nom de l'asso Alfine.
Donc, un prêt subordonné. Donc, un prêt subordonné sur un montant de 15 000 euros, donc la moitié que ce que va mettre la banque. Ça sera aussi dans mon bilan de départ. Et là, on sera aussi avec une franchise en capital de 1 an. On sera aussi à du 4,5% sur la même durée. Mais donc là, ici, on sera plutôt à un remboursement trimestriel. Et donc là, ici, je vais dans mes remboursements et je vois bien dans mon tableau de remboursement euh, que j'ai des remboursements. Donc à partir d'ici, quand mes remboursements commencent, de janvier, avril, juillet, etc. Donc ça, je respecte bien ça. Et en plus de ça, je négocie avec la banque un autre type de financement qui est le crédit de caisse. Donc crédit de caisse, donc qui n'a pas de code comptable. Et donc là, mon crédit de caisse, on va dire qu'il est pour 10 000 euros et qu'il a un intérêt annuel très corsé, donc comme souvent les crédits de caisse, à 12%. Je le crée. Et donc là, je vais aller voir mon bilan de départ. Et donc là, je suis suffisamment capitalisé. J'ai un total initial de 65 000 euros. Et après, j'ai 51 425 d'actifs. C'est-à-dire que mon solde de 13 575 sera ma trésorerie de départ. Donc ici, je veux dire que je commence mes prévisions avec 13 575 euros. Donc là, j'ai ma société qui est suffisamment capitalisée pour démarrer. Donc j'ai un bilan de départ qui est équilibré. Mais la question à se poser, c'est est-ce que le projet est suffisamment rentable? Est-ce que le projet tient la route? Donc là, je vais aller dans mes résultats et qu'est-ce que je vois? Oui, j'ai une rentabilité. Donc j'ai un bénéfice chaque année et un bénéfice qui est en augmentation et mon cash flow net qui augmente aussi chaque année. Donc ça, très bonne nouvelle. Ensuite, je regarde au niveau mensuel qu'est-ce qui se passe. Mais donc là, je vois par exemple qu'au mois de janvier, j'ai une perte de 6 084 euros. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des coûts, mais je n'ai pas encore de revenus qui rentrent dans les caisses. Donc là, janvier, j'ai une perte, février, j'ai une perte, mars, j'ai un petit bénéfice, et après, je commence à faire des bénéfices assez sympas jusqu'à 16 987 euros au mois de juin. Et donc ça, je peux voir aussi pour chacun de mes exercices. Ensuite, je regarde au niveau de ma trésorerie. Donc, au niveau de ma trésorerie, donc, si je retrouve ma ligne verte avec mon crédit de caisse, et je vois que ma trésorerie, donc, au début, elle diminue un petit peu, et après, elle monte très, très fort jusqu'à la fin de l'été, donc jusqu'au mois d'octobre, et après, elle se recreuse à nouveau, et puis elle remonte. Donc là, ce qui est assez bien, c'est que j'ai une trésorerie. Donc là, j'ai mon entreprise qui est suffisamment capitalisée. Et donc, je vois même que mon crédit de caisse, je ne dois pas aller chercher dans mon crédit de caisse, je ne dois pas puiser dans mon crédit de caisse. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas devoir payer les intérêts sur ce fameux crédit de caisse-là. Et donc ça, comment est-ce que je le sais? C'est ici en appuyant, donc ici j'ai mon tableau de trésorerie, donc vraiment moi le mois, et en appuyant sur les petits yeux, je peux bien sûr voir les détails. Et donc dans mes détails de charges financières et non récurrentes, bah, ici j'ai mes intérêts sur mon crédit CBC, sur mon crédit, mon emprunt subordonné chez Wallonie Entreprendre, sur mon compte courant gérant, mais je ne vois pas de frais financiers liés à mon crédit de caisse, ce qui est logique parce que j'ai toujours ma trésorerie qui est positive. Ensuite, je peux encore retrouver différents ratios de rentabilité, des ratios de liquidité que je vais pouvoir retrouver. Avant de générer mon rapport, donc comme je le précisais, il va être important de rajouter des commentaires. Euh, pour ajouter des commentaires, donc comme je le précisais, soit on les rajoute dans les écrans d'encodage, soit je peux les rajouter ici dans mes commentaires généraux. Et donc là, je peux les rajouter dans mes commentaires généraux. Je vais pouvoir mettre tout ce que je veux dans mes commentaires généraux. Donc ici, je vais le nommer par exemple hypothèse et je vais pouvoir écrire l'entièreté des choses. Chose que je peux faire également, c'est d'ouvrir deux onglets. Donc là, j'ai simplement ouvert un nouvel onglet. Je vais partager mon écran en deux, mais si j'ai plusieurs écrans, je peux travailler sur plusieurs écrans. Et c'est lorsque je fais mes différents encodages, je vais pouvoir noter ici, dans mon écran parallèle, l'entièreté de mes hypothèses. Donc pour les revenus, j'ai fait ça. Pour les frais généraux. Et donc, du coup, expliquer pour l'entièreté de mes postes qu'est-ce que j'ai fait. Ou alors, même chaque fois, mettre pour l'entièreté de mes postes, de rajouter des captures d'écran dans mes commentaires généraux pour montrer ce que j'ai fait à chaque fois. Donc ça, j'insiste vraiment, important d'ajouter des commentaires pour convaincre les partenaires financiers. Donc ici, par exemple, moi, je vais rajouter, donc quand j'ai un commentaire, je peux bien sûr l'enregistrer comme commentaire type. Et moi, j'ai un commentaire type, par exemple, hypothèse.
où je vais expliquer ici la présentation du projet, où je vais expliquer mes hypothèses d'investissement, de vente, d'approvisionnement, etc. Et donc tout ça apparaîtra bien sûr dans mon rapport final. Ensuite, je peux rajouter également aussi un commentaire pour ma conclusion et je vais finalement générer mon rapport. Je rajoute éventuellement le logo de l'entreprise. Donc ça, encore une fois, ça paraît tout con, mais c'est la petite chose qui va rajouter un peu plus de crédibilité à votre dossier et qui peut un peu plus impressionner le banquier. Je choisis la charte graphique du client, encore une fois, pour convaincre un peu mieux le banquier et aussi pour faire plaisir au client. Et après, ici, par défaut, je vais avoir l'entièreté des écrans qui apparaîtront dans mon rapport. Je peux bien sûr personnaliser mon rapport et donc dire, moi, je veux d'abord le compte de résultat. Donc, j'appuie sur les 6 petits points et je le déplace. Le bilan, puis la trésorerie. Je peux dire, moi, je trouve que le ratio de rentabilité, il n'a pas de sens, donc je le décoche. Et donc ça, même au sein d'une catégorie, je peux dire, bah, pour ma trésorerie, je veux d'abord le graphique avant les commentaires et je ne veux pas les détails. En plus de ça, ici, j'ai des sections, donc j'ai des templates où je vais pouvoir, par exemple, sélectionner ici constitution avec données comme template. Et donc là, il me mettra, il y a des choses qu'il me mettra, mais il y a des choses qu'il ne me mettra pas. Donc ça par défaut. Donc ici, on va dire que je prends tous les écrans. J'appuie sur appliquer la configuration et je vais télécharger mon rapport. Je télécharge ici mon rapport que je vous montre, donc avec, encore une fois, la page de garde, table des matières, mes différentes hypothèses donc, qui feront plaisir au banquier. Et après, bah, lui, les différentes données, et où il va pouvoir voir vraiment en détail. Ah oui, tiens, il voit sur la courbe de trésorerie que ça diminue fortement. Et donc, dans le tableau de trésorerie, il pourra vraiment voir, tiens, qu'est-ce qui se passe au mois de novembre 2024, etc. Donc, voilà pour mon plan financier pour une entreprise en constitution. Et donc, je peux bien sûr après le dupliquer pour faire un scénario bis. Là, je vois que j'ai pris pas mal de temps pour la première partie. Et donc, ici, je vais faire pour une entreprise existante. Donc, où je vais partir des données de la comptabilité. Donc là, encore une fois, pour le début du premier exercice, je mets bien la date du début de mes prévisions. Donc, si j'importe une balance au 31 du 12 2022, je mets bien sûr le mois qui suit, donc janvier 2023. Durée du premier exercice, 12 mois, donc vu que je suis sur une entreprise existante. Et ensuite, je vais faire mes prévisions sur 3 ans. Donc là, je fais mon importation. Donc ça, je vais aller relativement rapidement, mais donc je vais via ici. Je choisis mon fichier TXT. Donc là, je mets bien non. Période couverte, je mets bien la durée de mon exercice précédent. Ici, je fais bien mon matching avec les différentes colonnes. J'importe et je vais trouver. Donc du coup, là, je suis parti d'une page blanche. J'importe les données de ma comptabilité. Et donc là, je vais pouvoir faire les prévisions pour mon entreprise existante. Donc là, j'ai fait mon importation. Donc, je retrouve bien sûr mes différents comptes d'exploitation, donc avec le bon code comptable et le bon libellé. Suite à l'importation, donc ça, j'ai différentes choses à faire. Donc j'ai différentes choses à faire dans le sens où ici, il m'a fait quoi? J'ai pas de saisonnalité. Il m'a simplement tout importé divisé par 12. Au niveau de mes délais de paiement, il m'a mis 0 mois pour l'entretien de mes délais de paiement parce qu'il ne connaît pas mes délais de paiement. Ensuite, autre chose, c'est au niveau de mes financements. Qu'est-ce qu'il m'a fait au niveau de mes financements? Il m'a en fait créé une nouvelle ligne de financement, Total Existing Funding, et parce qu'en fait, il ne connaît pas exactement le tableau de remboursement. Et donc là, du coup, c'est moi-même qui vais devoir ici créer une nouvelle ligne. Donc ici, je sais que c'était 672 170. Je sais que le premier remboursement, donc que c'est un crédit existant et que le remboursement est prévu en 2023. Je sais que c'est un crédit, donc sur base de ma comptabilité, j'ai retrouvé le tableau d'amortissement à du 4% et qu'il reste encore, donc à partir de janvier 2023, il reste encore 67 mois à payer et qu'on est sur une fréquence. Je vérifie dans ma comptabilité et je vois que le remboursement de 10 032 euros correspond plus ou moins à ce que le client paye tous les mois. Donc là, je vais l'enregistrer. Et donc là, j'ai bien sûr créé ma nouvelle ligne de 173. Donc, je vais devoir supprimer ma ligne de 17 Total Existing Funding qui a été créée. Je vais devoir supprimer ma ligne de 42
Et chose importante à faire aussi, vu que dans ANA, je crée une ligne de 17 pour mes 17, pour mes 42 et aussi pour mes 65, je vais dans mes frais généraux devoir supprimer mes frais financiers. Donc là, ici, je vois que j'ai ici mes intérêts sur dette bancaire. Donc je vais devoir supprimer cette ligne-ci et aussi cette ligne-ci, charges financières, qui ont été générées automatiquement par la nouvelle ligne que j'ai créée en financement. Donc là, je vais relativement rapidement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser après ou à me retenir par après. Donc ici, aussi pour mon entreprise existante, je vais devoir solder mes différents postes au niveau des créances et dettes. Donc, pour rappel, dans ANA, les créances et dettes sont générées via les revenus, les frais et les délais de paiement. Donc ici, moi, je sais que mes clients, ils me payent à 30 jours. Donc c'est en janvier que je vais devoir solder mon poste client. Mes fournisseurs, je les paye aussi à 30 jours. Et donc ici, je solde également ce poste-là. Et après, même chose pour les différents postes, compte courant TVA, impôts, précompte et autres. Ensuite, donc là, j'ai une balance, j'ai une situation qui correspond à j'ai une base de travail. Je vais pouvoir, par exemple, rajouter de l'indexation pour l'entièreté de mes revenus. Donc là, j'ai importé mes données de 2022. Je sais que cette année-ci, je vais avoir 9% d'augmentation et sur 5% l'année prochaine, 4%. Même chose pour mes frais généraux, où je vais mettre exactement le même pourcentage. Après, je vais pouvoir aussi retravailler mes délais de paiement. Donc, je sais que cette année-ci, je vais avoir des délais de paiement qui vont un peu varier. Donc, je sais que cette année-ci, je change mes conditions de paiement et je sais que tout le monde va me payer à 3 mois. Et je ne sais pas exactement quel va être l'impact financier de ça sur ma trésorerie. Alors que mes fournisseurs et mes frais généraux, c'est toujours à 1 mois que le tout est réglé. Donc là, du coup, en plus de ça, le client, il me dit qu'il compte acheter une nouvelle voiture. Donc ça, je mets en mobilier matériel roulant, nouvelle voiture. Donc, il compte l'acheter au mois de juin 2023. Elle sera amortie sur 5 ans et la voiture, elle est quand même assez chère. On est déjà sur un beau modèle à 50 000 euros. Donc 50 000 euros la voiture et il me dit, je ne sais pas si j'ai besoin d'un crédit ou pas. Donc là, je vais ouvrir dans mon autre onglet de ma trésorerie pour un peu voir comment ça se passe au niveau de la trésorerie. Donc là, je vois que malgré la modification des termes de paiement, malgré l'achat de ma voiture, donc dans mon tableau de trésorerie, ça tient toujours la route. Donc là, je vois que je peux acheter la voiture à 50 000 euros. Donc là, si je vais ici dans mon tableau ci-dessous, je vois par exemple le mois de juin, je retrouve bien l'achat de mon véhicule à 50 000 euros plus TVA à 21%. Je vois que mes ventes dans ma trésorerie, j'ai un peu un décalage. Pourquoi? Parce que mes revenus sont décalés, que je suis payé seulement après 3 mois. Et donc, je suis payé en avril pour mes revenus de janvier. Et donc là, du coup, je vais pouvoir rassurer le client et lui dire, bah voilà, là, sur cette hypothèse-là, ta trésorerie, elle tient complètement la route. Là, lui, il va un peu se dire, bah ouais, ok, j'ai acheté une voiture à 50 000 euros. J'aimerais bien aussi acheter un nouvel hangar d'ici euh, début 2024, donc en février 2024, pour un montant de 350 000 euros, qui sera amorti sur 20 ans. Donc là, du coup, il me demande aussi, bah ouais, moi j'aimerais bien aussi acheter un hangar. Est-ce que je vais avoir besoin est-ce que ma trésorerie va tenir la route? Là, ici, bien sûr, j'encode un hangar. Il y aura peut-être des revenus qui seront liés à ce nouvel hangar. Et je vais devoir rajouter, il y aura peut-être aussi des nouveaux frais. Donc, ici, je fais quelque chose de très simplifié pour vous montrer un peu le type d'utilisation qu'on peut en faire. Et donc ici, je mets à jour ma trésorerie. Et là, je vois que ma trésorerie, elle descend quand même pas mal. Donc, elle descend quand même pas mal, donc de 258 000 à 131 000 liés à l'achat de mon hangar. Donc là, je peux dire en tant que comptable, je peux dire à mon client, bah oui, tu peux faire l'achat du hangar, mais il va falloir prévoir du financement. Donc financement, en sachant que ton trou de trésorerie sera au pire moment, il sera de 131 000 euros. Donc pour régler ça, différentes opportunités, avoir un financement bancaire,
faire toi-même, si tu as les fonds, injecter des fonds dans l'entreprise en compte courant ou en apport, ou alors c'est essayer de faire en sorte d'améliorer tes termes de paiement. Et donc là, on pourrait dire, bah voilà, si tu veux acheter le hangar, c'est très bien, mais si tu veux acheter le hangar, acheter une voiture et avoir des délais de paiement de 3 mois, c'est un peu too much. Donc là, on va faire l'hypothèse, qu'est-ce qui se passe si les termes de paiement repassent à 0 mois? Donc là, ici, je retourne dans ma trésorerie. Donc j'étais, pour rappel, au pire moment, à un dessous de 131 000 euros. J'actualise. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia, j'ai ma trésorerie qui est en positif. Donc là, c'est là qu'on voit l'impact que a qu'ont ces délais de paiement. Que si je garde mes délais de paiement comptant, et tout le monde me paye comptant, ma trésorerie tiendrait la route. Ma trésorerie resterait positive. Et donc là, je peux dire au client, je peux même générer le rapport, donc même pas pour la banque, mais je peux générer le rapport pour le client. Ensuite, je génère le rapport, donc je ne mets pas spécialement documentaire. Je vais le logo si je veux, j'ajoute des couleurs. On va faire quelque chose ici d'assez simple. Donc, je vais décocher ça. Je vais avoir, donc, après, ici, j'appuie sur appliquer la configuration. Et donc là, j'ai un rapport que je peux donner au client en lui montrant les différentes hypothèses et en lui montrant un peu la courbe de trésorerie sur laquelle on peut voir des petits flux. Donc ici, le petit flux pour l'achat du véhicule, le gros flux pour l'achat du hangar, mais qu'on voit que la trésorerie tient la route. Et donc ça, en plus de ça, pour être plus sûr, peut-être que ça vaut la peine de négocier un straight loan ou même un crédit de caisse avec la banque pour être sûr que, parce qu'ici on est bien sûr sur du théorique, sur du prévisionnel, et peut-être que ça vaut la peine quand même d'avoir une capacité de la banque pour faire face au cas où le hangar prenne du retard ou il ne se chiffre plus à 350 mais à 450 000, là pour prévoir un peu un plan B.